démontrées, puis sur des choses qui sont acquises par la pratique. Enfin, il n'y a pas très longtemps, je suis allé donner une conférence à une école à Saint-Étienne, qui est une école qui forme des ingénieurs par apprentissage. Oui. Moi, j'ai été formé exactement de l'autre côté, non pas par apprentissage, moi, je suis vraiment le pur produit du système français, je veux dire l'héritage du mandarin chinois, et je ne le rejette pas. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et riche et formateur. Mais les deux sont intéressants, riches et formateurs, et ce qui fera qu'on aura une industrie qui relèvera la tête, j'espère bien qu'elle va finir par le faire, c'est d'avoir un mélange de ces deux types de formation, à la fois une formation par apprentissage, c'est-à-dire grosso modo, quand vous y réfléchissez, c'est l'héritage des tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Les tailleurs de pierre du Moyen-Âge, ils apprenaient à tailler les pierres, on voyait un gens tailler les pierres. Et bien, si l'autre côté, c'est l'héritage des mandarins chinois qui apprenaient à faire des exercices extraordinairement compliqués, à l'époque, c'était pas des mathématiques, c'était une calligraphie tordue et des grands classiques, et ben, le mélange des deux, ça peut faire quelque chose qui est très performant. Donc moi, c'est pas pour rien, quand j'ai accepté mon poste de haut-commissaire, j'avais mis un certain nombre de conditions, dont l'une était d'avoir une machine à café dans mon bureau, un privilège suprême. La deuxième, c'était de ne pas parler aux journalistes, pour des raisons que vous avez maintenant comprises. Et la troisième, c'était de garder une activité de recherche et d'enseignement. Parce que pour moi, c'est essentiel. L'avenir de ce pays, on le construira avec les gamins des écoles, avec ceux des collèges, avec ceux des lycées, avec les élèves dans les universités, dans les écoles, et ça c'est le boulot de tout le monde, c'est pas que le boulot des profs. Oui, franchement, pas mal de choses. Je pense que comme on est ici, si on veut faire travail utile, même c'est de créer des clubs scientifiques ou des cafés des sciences. Et ça, c'est une façon de toucher 20, 30 personnes. Et là, les scientifiques viennent. Quand on les invite, ils viennent. Même, évidemment, ils ne vont pas créer, c'est difficile pour eux de créer une activité, parce que souvent, ils sont trop pris. Par contre, je n'ai jamais eu de refus d'un scientifique quand je l'ai invité à un café des sciences. C'est une première chose. Deuxième chose, là, c'est très frappant. Quand on fait de la science vraiment pure, tout le monde vient. Mais c'est-à-dire, les cafés, moi j'organise un café des sciences dans une petite ville, qui n'est pas spécialement intellectuelle, qui est invisible, c'est une ancienne ville ouvrière. Peut-être les records de présence, ça a été sur le boson de Higgs et sur le satellite Planck. Les gens sont venus, mais ils sont venus, ils ont écouté, on a organisé ça de façon un peu, avec 4 ou 5 intervenants, et il y a eu des il y a eu des questions, etc. Une autre chose qui passe assez vite, ce qui montre que... il faut bien faire la distinction entre sciences pures et technologie. Beaucoup des problèmes qu'on a, c'est la technologie. C'est l'exemple que je donne. Boson de Higgs, ça passe très très bien. Par contre, quand on parle des OGM, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense qu'une des raisons, c'est que quand c'est une technologie qui est lointaine, que les gens ne contrôlent pas, au fond, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Est-ce qu'ils doivent se vouer à Marcel Kouns ou est-ce qu'ils doivent se vouer à un représentant de la Confédération paysanne qui est là par hasard? Ils ne savent pas trop. Quand les gens savent, par exemple, sur les technologies actuelles, téléphone portable, Internet, etc., les gens sont très à l'aise, ils contrôlent, vous pouvez prendre sa bagnole, ils contrôlent cette technologie. Donc ils sont leurs propres experts, vous ne pouvez pas leur raconter n'importe quoi sur le téléphone portable, que ça explose tous les jours. Ils savent bien que ce n'est pas vrai. Il y en a qui ont essayé, mais les gens ils l'ont, ils voient bien. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir une analyse trop totalisante sur cette question. Il y a des choses auxquelles les gens sont sensibles, ils sont prêts à... Et puis d'autres choses où ils sont en situation d'inquiétude. Et je crois que ça, il faut vraiment réfléchir comment faire. Personnellement, je diverge un peu là-dessus, mais je pense qu'en ce qui concerne les dangers du nucléaire et de la radioactivité, les grands responsables, c'est les spécialistes de la sûreté. De plus en plus, j'en suis convaincu, puisque au fond, c'est leur boulot. Si ce n'était pas dangereux, ils ne gagneraient rien. Donc il faut que ce soit dangereux, il faut qu'il y ait des normes. Il ne faut pas que les normes soient trop élevées, parce que ça ne servira à rien. Il faut mettre des normes où vraiment les gens disent oh,
Moi, j'ai reçu 5 fois la norme, je vais mourir demain. S'ils disent j'ai reçu 5 fois la norme, c'est comme si j'avais bu une bouteille de vin aujourd'hui. Bon, ça sera un peu de... Ouais, les normes sur l'alcool, les normes sur le tabac, les gens, ils comprennent très bien de quoi il s'agit. Voilà, juste une remarque. Oui, alors, juste, ça me permet de rebondir aussi sur un point auquel je n'ai pas répondu tout à l'heure et qui est important aussi, c'est qu'il y a malheureusement des scientifiques qui jouent le... pardon, il y a... Qu'est-ce qui se passe? Bon, je reprends. Quelque chose à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, c'est une remarque que faisait le monsieur tout en haut. Il y a quand même des scientifiques qui jouent un jeu de con. Hein. Faut quand même, et je veux dire, j'ai jamais vu une étude de toxicologie qui terminait en disant il n'y a aucun danger. Et ça, c'est pour une raison toute simple, c'est que j'ai jamais vu les dingues souhaiter de voir arriver Noël plus tôt, quoi. Enfin, c'est tout bête. Hein. Quand on vit avec, ben bon. Donc là, mais là, c'est une question d'éthique. Hein. Je veux dire, si vous êtes prêt à vendre n'importe quoi, simplement parce que ça vous permet de remplir les fonds de votre laboratoire, c'est qu'il y a un vrai problème, il vaut mieux faire autre chose. C'est pour moi un scientifique qui fait ça, il y a un malaise. Donc ça, c'est la conception que j'ai de la science. Alors pour revenir à ce que disait Hervé, si on prend les OGM par exemple, si tu fais café et les OGM, ça va être pénible. Maintenant, si tu dis évolution des semences au travers des âges, des évolutions historiques, et que les gens vont pouvoir comprendre que, en fait, on sélectionne des espèces depuis des millénaires, que le blé qu'on a aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on avait au Moyen-Âge, et qu'on met ça dans la continuité. Mais là, ils arriveront peut-être à poser les questions sur les OGM, mais ils n'arriveront pas avec cette espèce le casque antipersonnel, le fusil et la baïonnette, en disant il faut que j'aille pour former telle ou telle opinion sur les OGM. Donc je pense que tu as tout à fait raison. Il faut. Moi, mon idée de fond, c'est qu'il est vraiment important qu'on se. Comment je dirais? Il faut qu'on se réapproprie la science et qu'on la réapprivoise. Et il y a des tas de choses qu'on peut comprendre et qu'on peut comprendre simplement. Il y a d'autres choses, bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un vrai exercice. Hein, et je crois que ce que tu dis, le boson de Higgs, il n'y a personne qui se dit j'ai absolument besoin d'avoir une opinion sur le boson de Higgs. Je ne dormirai pas si j'ai pas une opinion sur le boson de Higgs. Je ne pourrais pas prendre mon repas du soir si le boson de Higgs m'est inconnu. Par contre, zut, on m'en a parlé, j'ai envie de savoir ce que c'est. Mais on n'a rien compris. J'ai pas dit que c'était facile. C'est merveilleux. Les gens, ils trouvaient que c'était merveilleux quand même. Je trouve ça plutôt rassurant que les gens leur disent, on découvre une des briques élémentaires de la compréhension d'ensemble de l'existence de la matière, que les gens se disent j'ai envie de savoir ce que c'est. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu leur expliquer de façon qu'ils comprennent, ça je veux bien le croire. Encore que je pense. Mais déjà, bon, j'aimerais que les gens ne soient pas déçus. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un truc fantastique. Et au passage, on peut leur dire le boson de Higgs, il a été découvert au CERN. Le CERN, c'est quelque chose. Le boson de Higgs, c'est quelque chose qu'on avait prédit par la théorie avant de le découvrir par l'expérience. Le CERN, c'est quelque chose qu'on a compris après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a construit après la Seconde Guerre mondiale, parce que vous avez des tas de pays qui se tapaient sur la gueule, et qu'on s'est dit une manière de reconstruire la paix en Europe, c'était précisément de la reconstruire autour de la science. Que le fondateur du CERN, c'était un diplomate. Et je veux dire, vous pouvez leur faire passer des tas de messages comme ça. Donc ils partiront, ils ne sauront peut-être pas ce que c'est que le boson de Higgs, mais par contre, ils auront compris comment on l'a découvert, peut-être... Oui, je trouve que les gens, ils ont bien aimé. Moi, j'ai une expérience. On a fait un café des sciences à Dijon pendant environ 5 ans. Et on a constaté que le café des sciences était un système à usage interne, c'est-à-dire que majoritairement, c'était des scientifiques qui venaient, donc on ne sortait pas du cercle. Mais ça dépend peut-être des endroits, ça dépend des gens. Je ne sais pas, moi j'ai jamais fait de café des sciences. Moi, chaque fois que j'ai parlé avec des gens, c'était pas dans un... Si vous faites un café des sciences en plein Grenoble, vous n'aurez que des gens qui en connaissent plus que l'orateur. Ben oui. Ça, c'est sûr. Il faut faire un café d'essence à ma maison de campagne à Soucé-sur-Brionne, je vais t'inviter. Là, il y a 139 habitants. Vous faites un café des sciences à la Villeneuve, à Grenoble. Et là, il y a effectivement des gens qui savent c'est pas facile au Brésil. Mais ils ont envie d'écouter quelque chose de scientifique. Il y en a beaucoup plus. Oui,
Oui, un mot là-dessus sur... c'était passionnant, mais on n'a rien compris. Je pense que c'est très profond, cette affaire-là. Et comment dire, ce qui est derrière, c'est la science du proche et la science du lointain. La science du lointain ne permet, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, ne permet pas de brancher la réflexion, ne permet pas de mettre en œuvre l'exercice de la pensée critique. Parce que c'est trop loin. On peut juste écouter, c'est une jolie histoire, et on l'écoute et on la reçoit comme un conte. Mais si il y a de la vulgarisation, l'exercice de la pensée critique ne peut se faire que sur les objets proches. Quand on dit, comme je disais tout à l'heure, que les vins de Bordeaux, ça sera sur la Loire, et que les vins de Loire, ça sera encore Noailles, ça, c'est quelque chose qui est proche. Et on rend concret le changement climatique. Donc, c'est pas du tout contradictoire. Et c'est très joli, la science le Big Bang, etc., etc. Et puis, on recolle sur les mythes, d'où on vient, et machin, etc. Et puis on sort de la réponse que faisait Pierre Dac, qui était « je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne ». Donc là, bon, on a un autre discours, et c'est très joli. Mais je pense que c'est très vrai que ça ne permet pas de mettre en œuvre l'exercice de la pensée critique qui est ce qu'on voudrait. À part que, justement, sur l'exemple du boson de Higgs, quand je te dis, si tu construis pour expliquer cette chose-là, la manière dont fonctionne le CERN, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est d'accord. Je veux dire, ça te pose des vraies questions de citoyen. Est-ce que je suis prêt à payer des millions pour découvrir le boson de Higgs ? C'est pas inintéressant comme question, et là tu peux à nouveau exercer le sens critique. Et quand même, regardons-nous en tant que scientifiques. On a tous notre domaine de spécialité. Moi, la physique des particules, j'en ai appris juste ce qui suffisait pour pouvoir comprendre les questions que se posent les gens du commissariat à l'énergie atomique. Je veux dire, le nombre de pattes du gluon, ça me laisse de marbre, ça. C'est pas ça qui m'intéresse. A priori, en tant que scientifique, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Moi, je sais l'atome est au-dessus. Les gens de la physique des particules, c'est l'atome est en dessous. Bon, je veux dire, on a tous des centres d'intérêt qui sont plus ou moins ciblés. Maintenant, après, ça m'intéresse de savoir comment ils ont fait ça, pourquoi ils l'ont fait, quelles sont les questions qui se posent maintenant. Le blues de post-boson de Higgs, vous allez faire quoi maintenant ? C'est une question qui est intéressante, ça. Il y a quand même quelque chose qui a changé autour des années 60. Or, je reprends une expérience vécue. En 1955-56, le CEA construisait G1 à Marcoule. Il se trouve qu'on habitait pas très loin de Marcoule. Et mon père nous emmenait voir la construction de G1 en disant c'est un truc extraordinaire. Bon, c'était 10 ans après Hiroshima et Nagasaki. Donc, il n'était pas question de parler de bombe. Il était question de parler d'un réacteur qui se construisait, etc. Et puis, passé les années 60, d'un seul coup, on a vu arriver le côté, je dirais, dans les années 65-70, le côté antinucléaire qui s'est développé considérablement en utilisant tous les arguments possibles et imaginables, depuis le risque des irradiations, le risque d'explosion des centrales nucléaires, la négation de l'utilité du nucléaire pacifique, etc. Et c'est allé de pair avec les OGM, alors qu'on sortait de la révolution verte agricole qui avait permis justement de nourrir l'humanité jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire que l'hybridation, on la faisait sur du vivant depuis bien longtemps, et là on avait accéléré. Et puis on voit les choses qui se passent comme ça. Et je dirais, pour rejoindre quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques fait d'excellents rapports. Sauf que ils se plaignent. Les politiques ne les lisent pas. Et les politiques décident de la loi de transition énergétique. Ils n'ont pris aucunement connaissance de ce que l'OPEC a écrit. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, il y a quand même un problème qui s'est passé dans notre société, parce qu'on nous a ressorti tout un tas de choses dans les années 65 ou 70, et qui a envahi la société, les médias, les écrans de télé, parce que je suis d'accord avec vous, la télé lobotomise complètement. On est passif devant une télé. On ne réfléchit plus. On
on regarde, voilà. Et ça, il y a quand même un phénomène sociologique que je ne m'explique pas bien. Non mais, d'accord, enfin, c'est plusieurs choses. Je pense que la communauté scientifique n'est pas tout à fait vierge de reproches là-dedans. Moi, je vais vous citer un exemple que je trouve absolument admirable, qui est l'exemple d'Alfred Kessler, qui était un très grand scientifique. Alfred Kessler, on lui avait demandé un jour ce qu'il pensait de l'énergie nucléaire. Alfred Kessler n'était pas du tout hostile à l'énergie nucléaire. On avait demandé ce qu'Alfred Kessler pensait de l'énergie nucléaire. Il avait répondu au journaliste qui lui tendait le micro. Il dit « Je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas parce que je suis prix Nobel de physique et que ça donnerait un poids, à mon avis, qui serait très largement supérieur aux compétences qui me permettent de le donner. » Donc déjà de dire « Écoutez, ce sujet-là, je ne sais pas, je vais me renseigner », c'est pas mal. La deuxième chose, c'est mon ami Bernard Castal qui m'a fait une remarque un jour et qui porte vraiment à réfléchir. C'est quand même un des problèmes du nucléaire. Ça a été quand même de dire de manière constante et méthodique aux gens qui pouvaient avoir une inquiétude justifiée ou pas, vous inquiétez pas, on a pensé à tout. Ce que disait Bernard Castal, c'est si tes gosses, alors moi j'ai pas de gosses, mais si tes gosses te disent t'inquiète pas papa, on a pensé à tout, est-ce que ça te rassure? Ça a juste l'effet inverse. On a pensé à tout, ça veut dire j'ai pas regardé ça de très près. Alors après, c'est dû se plaquer là-dessus, le fait d'avoir la peur qui fait peur aux peureux. Et je pense que l'espèce de mystique de la transparence n'aide pas ça. C'est-à-dire en gros, quand on dit je dois être transparent, c'est je pose une question, je ne sais pas quelle est la réponse, mais c'est sûrement très grave. Bon, évidemment, là, ça peut durer un moment. Mais encore une fois, en parlant des médias qui ont vraiment complètement biaisé le système, il y a une très jolie phrase de Jean Rostand. Il disait « Avec les moyens modernes de communication, les gens ne sont pas devenus plus bêtes, c'est la bêtise qui est devenue plus sonore. » Et je crois que c'est exactement ça. Les gens ne sont pas plus bêtes, mais leur capacité à raisonner est écrantée. Et le pire, c'est que les gens, quand on a envie de parler avec les gens, on s'imagine qu'il faut passer par cet écran pour leur faire passer le message. Je dis c'est une erreur. C'est une erreur. Il ne faut pas passer par cet écran, il faut aller directement, il faut court-circuiter l'écran et aller directement à la base des gens. Je vais vous donner un autre exemple. Un exemple qui est complètement enthousiasmant. Ça fait la 3e année qu'on fait ça à l'Académie des sciences. Ça s'appelle, alors ça, comme ça a l'air d'être complètement le bidule de com, quoi. Le truc où on pourrait s'imaginer que ça filerait des petits boutons. Ça s'appelle Speed Science. Imaginez, vous avez le speed dating, où vous allez dans un café, vous voyez quelqu'un, vous discutez pendant 5 minutes, et après, paf, je pars ou je pars pas avec, quoi. Le speed science qui a été mis en place à l'Académie des sciences, moi je trouve que c'est une idée, au début elle me semble bizarre, et en fait elle est vraiment intéressante. C'est la revue Phosphore, je crois, qui sélectionne une centaine d'étudiants. C'est des étudiants qui sont... grosso modo, dans les dernières classes du lycée et les premières classes de l'université. C'est plutôt, en gros, lycée, puis, enfin, disons bac plus ou moins 2, quoi, on va dire ça comme ça. Et ces étudiants bac plus ou moins 2, ceux qui sont le plus motivés, qui expliquent pourquoi ils ont envie de le faire, l'Académie des sciences leur paye le voyage pour passer une journée à l'Académie des sciences. Alors le matin, ils sont reçus sous la coupole, ce qui est toujours un petit peu impressionnant. Et puis pose des questions. Alors je ne sais pas si on va le refaire, parce que la dernière fois, ils ont posé des questions qui avaient tellement embarrassé la secrétaire perpétuelle que je ne suis pas sûr qu'elle ait envie de continuer. Mais enfin bon, c'était assez cocasse d'ailleurs, parce qu'on avait des gamins qui demandaient ouais, alors, vous continuez à travailler une fois que vous êtes élu? Alors la meilleure c'était, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, la meilleure c'était, ouais bon d'accord, vous écrivez des rapports, mais s'il y a quelqu'un qui les lit. Je crois que la coupole n'avait jamais entendu des éclats de rire aussi sonores. Mais bon, après cet exercice-là, l'après-midi, il y a l'exercice propre du speed science. Il y a généralement il y a une quarantaine d'académiciens qui ont accepté de le faire partie, qui se mettent autour d'une table, enfin qui ont chacun une table de bistrot devant eux, et puis les gamins ils passent de table de bistrot en table de bistrot, ils ont 10 minutes pour discuter avec l'académicien de la science qu'il fait. Et puis au bout de 10 minutes, boum, coup de gong, c'est quelqu'un d'autre qui passe, boum, coup de gong, c'est quelqu'un d'autre qui passe. Alors on peut se dire ça a l'air complètement artificiel, il n'empêche que pendant 10 minutes, ces gosses ils sont capables de vous demander ce que vous faites, de dire c'est quoi la science que vous pratiquez, de vous dire ce qu'ils auront envie de faire eux, ce qu'ils ont écrit pour pouvoir faire ça, et vous sortez de ça complètement lessivé.
Je veux dire, moi j'y suis resté de 2h de l'après-midi à 8h le soir. 6 heures sans discontinuer. Vous sortez, vous êtes à faune. Qu'est-ce que vous voyez dehors? Des gosses qui sont en train de discuter entre eux en disant ah ouais, moi j'ai causé avec celui-là, il était vachement bien. Oh, bah moi celui-là il était quand même mieux. En fait tu rigoles, c'est quand même la physique, c'est quand même vachement moins intéressant que la biologie. Bon, ouais. Je veux bien dire qu'ils aient été présélectionnés, mais ça veut dire quand on prend la peine d'aller voir les gens et pas simplement d'aller faire une émission sur Arte, alors on voit des gens qui vraiment ont envie de comprendre la science. Donc nous ne nous trompons pas de cible et nous ne nous trompons pas de moyens. Évidemment, c'est. Moi, je dis toujours à mes collègues de l'académie qui tiennent absolument à écrire dans Le Monde, je leur dis, vous perdez votre temps, allez écrire dans Ouest France si vous voulez écrire dans un journal. Un truc où il y a des informations importantes, du style quand il y a la prochaine panne d'électricité, la prochaine coupure de courant. Parce que les gens, ils vont chercher des choses dont ils ont besoin. Ils ne vont pas aller chercher un blabla d'une intelligentsia de seconde zone. Donc si vous voulez écrire dans les journaux, écrivez dans Ouest France, dans la montagne, dans l'Est républicain, dans le Dauphiné libéré. Hein? Oui, ou le bien public à Dijon. Alors évidemment, pour des intellectuels parisiens, c'est oh là là, mon Dieu, quelle horreur, vous allez écrire dans ces journaux de province. À part que vous allez juste vous adresser à des gens, quand ils lisent un article, ils ne se demandent pas où se trouve l'idée que j'ai déjà. Oui, moi je voudrais mettre l'accent sur quelque chose de différent, c'est l'évolution de la composition de la société. En fait, quelqu'un a parlé de Trente Glorieuses. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une augmentation de la productivité absolument considérable, ce qui fait que 80% des gens actuellement ne sont pas exposés dans leur profession à la science et considèrent que ça ne sert à rien de manière inconsciente en définitive. C'est un peu la fable des membres de l'estomac. De la même manière, les agriculteurs sont plus considérés parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc politiquement, quand vous avez 80 ou 90% de la population qui n'a jamais été réellement exposée dans sa profession à la science, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Hein, je veux dire, j'ai fait les 30 Glorieuses, on sait ce que c'est. Donc, ça me paraît quand même quelque chose d'extrêmement important. Ça peut se retourner d'ailleurs. Je me demande même si le vent n'est pas en train de tourner, parce que les difficultés s'accentuent. Mais ça justifie d'autant plus qu'effectivement, à la base, il y ait une éducation solide à la science. Mais je pense qu'il y a une explication sociologique. On est tout simplement les agriculteurs, quelque chose comme les agriculteurs, pas assez nombreux pour qu'on le considère. Oui, mais ça c'est autre chose. De considérer les scientifiques et considérer la science, c'est autre chose. Moi je suis assez profondément hostile, et Dieu sait que je suis un scientifique passionné, au cas où vous n'auriez pas remarqué, mais le réflexe corporatiste consistant à dire la science n'est pas assez financée, n'est pas assez truc, n'est pas assez chose, je veux dire, pour moi c'est pas ça le problème. Le vrai problème il est ailleurs, c'est la position de la science dans la société. Je veux dire, il ne faut pas mettre les choses à l'envers. Je vais d'abord réussir à avoir des sous et puis après je m'occuperai d'expliquer ce que j'en fais. Maintenant, les gens ne sont pas forcément... je ne sais pas si je serais d'accord avec vous en disant que les gens ne sont pas exposés à la science, ne sont pas forcément exposés aux scientifiques, mais leur vie est imprégnée de science. Il est imprégné de science et de technologie. Le problème, c'est encore une fois, il faut la réenchanter, il faut se la réapproprier. Parce que, je veux dire, quand quelqu'un appuie sur un bouton et qu'il y a de l'électricité, plus personne ne lui explique que c'est pas normal qu'on appuie sur un bouton d'avoir de l'électricité. Et ben oui, il s'en fout, mais parce que jamais il s'est posé la question. Mais l'éducation, c'est d'abord ça. L'éducation, c'est d'apprendre à se poser des questions sur des choses évidentes. C'est de considérer que rien va de soi. C'est comme ça qu'on s'éduque, qu'on éduque l'esprit critique. Et la science est idéale pour ça. Donc c'est pour ça que pour moi, la question, c'est une question qui est une question pour la science, pour les scientifiques, pour les citoyens. C'est une espèce d'interrogation profonde qu'on doit avoir, et c'est ça l'esprit critique. Donc la science est partout autour de nous, et on s'en rend plus compte, on la considère comme acquise. Tous les bienfaits qu'elle nous a apportés, bah évidemment, c'est normal. L'état de nature chez l'homme, c'est de mourir à 30 ans à la chasse, et chez la femme de mourir à 25 ans en couche. Maintenant, l'espérance de vie doit être grosso modo de 80 ans, plus ou moins 1 ou 3 ans suivant les hommes et les femmes, mais c'est normal, hein, c'est la médecine qui nous soigne. Quand vous demandez aux gens, quand vous avez des sondages, est-ce que vous aimez la recherche? Alors les chercheurs adorent ça, ils disent, mais c'est pas vrai, les gens n'ont pas des affections vis-à-vis de la science. Quand on leur demande s'ils aiment la recherche, ils répondent tous qu'ils aiment la recherche. Et l'écrasante majorité des Français qui aiment la recherche, à part qu'ils ont juste oublié que pour les Français, la recherche, c'est la recherche médicale.
Bon, c'est ça. Donc, je veux dire, il faut vraiment qu'on arrête de tricher. Qu'on ne se cache pas derrière les Français de la recherche, c'est pas vrai, ils ne la connaissent pas. On doit réapprendre ce que c'est que la science, partout où elle est. Oui, il est maintenant 10h20, alors peut-être encore quelques questions, j'en ai au moins 3 déjà qui lèvent la main. Alors des questions courtes, et monsieur le très haut commissaire, Ah non. des réponses courtes également, s'il vous plaît. Ah ça, je suis pas sûr de savoir faire. Oui, donc moi je suis enseignant chercheur dans une école d'ingénieurs grenobloise. J'ai des messages un peu optimistes des fois qui m'arrivent et puis des messages globalement relativement pessimistes. Un message optimiste, c'est que la communauté des enseignants est relativement au courant de comment fonctionne l'apprentissage. Dans notre école, je pense que c'est très courant, on fait beaucoup de projets, on a des cours d'éthique. Je suis pas sûr que ce soit les préférés des élèves. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on propose aux gens de participer à des choses relativement compliquées. Dans mon laboratoire, il y a un groupe, des chercheurs qui ont aidé un groupe d'étudiants pour leur projet de lycée, et ils ont eu un premier prix aux Olympiades. Moi j'ai été voir leur projet, c'est super, hein. Il y a un bel amphithéâtre laboratoire, c'est fantastique. En fait, pour qu'il y ait 3 ou 4 élèves qui construisent quelque chose de merveilleux, en fait, il y a une dizaine de chercheurs qui ont contribué, et en fait c'est plusieurs équivalents temps plein qui ont travaillé sur le sujet. Si vous observez aujourd'hui qu'il n'y a pas d'enseignants-chercheurs qui pratiquent, à part moi dans la salle, c'est qu'en fait les gens sont tout à fait au courant que c'est extrêmement coûteux de former les gens, et mon université n'a pas beaucoup d'argent, la tienne aussi d'ailleurs. On a enseigné dans la même école. Ouais. On fait 0 recrutement pendant 4 ans. Donc vous voyez un petit peu la différence entre ce que ici, évidemment on a un public extrêmement sensibilisé, les gens, on l'a déjà dit, les gens qui viennent aux universités sont opinions, en fait, tout le monde sait qu'on ne va pas apprendre grand chose. Enfin, désolé, je suis orateur demain, je ne peux rien vous dire, hein, vous connaissez déjà tout sur le tutoriel. Donc voilà, en fait c'est quand même très très coûteux d'apporter les informations, d'apporter des informations de haut niveau. Si on veut en plus, au-delà des savoirs, construire des savoir-faire, pour que les gens puissent utiliser ces choses-là avec un esprit critique, c'est très très coûteux. Donc je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'en 2017, il y a quelqu'un qui va se faire élire en disant projet national, tout le monde fait de la science, on triple le budget de formation, plutôt que de dire on va vider les lycées pour économiser de l'argent, on va interdire le renouvellement à tous les niveaux et donner le baccalauréat à tout le monde. Je suis quand même un petit peu pessimiste par rapport à ça, donc j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses là-dessus. Donc on connaît toute la réponse. Je peux te donner ma réponse en off, mais ceci dit quand même, encore une fois, on pratique la science, on pratique la formation au niveau d'école d'ingénieurs, au niveau de premier, deuxième, troisième cycle universitaire. C'est pas que ça. Je veux dire, on a eu une séance à l'Académie des sciences il n'y a pas longtemps. On a fait venir des gens qui avaient des étudiants qui avaient participé au tournoi international de physique. C'est un exercice qui est assez amusant, et la manip qu'ils ont expliqué au tournoi, c'était tellement bien qu'on les a fait venir pour venir nous en parler, parce que c'était vraiment super. C'est une manip qu'on peut faire à Felma. Tu prends une bouteille d'eau, tu la remplis à moitié, et cette bouteille d'eau, tu la fais rouler sur la table. Alors je ne vais pas la faire là tout de suite. Vous prenez une bouteille d'eau remplie moitié sur la table, vous la faites rouler avec différentes conditions initiales, vous tapez plus ou moins vite, et vous apercevez qu'au lieu de rouler de manière continue, elle roule de manière aussi, avec une vitesse oscillante. Parce qu'en fait, vous avez un mouvement qui est en train de se mettre à l'intérieur de la bouteille. C'est de la mécanique toute simple. C'est des trucs, le coût de ça, c'est une bouteille d'eau. Vous pouvez même l'acheter à moitié vide. Hein. Et je dirais avec ça. Mais oui, mais ça veut dire. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on peut faire des choses pas chères. Et on est là pour ça. Et d'ailleurs, on est juste là pour ça. On est là pour... Je veux dire, tu sais bien que pendant 20 ans, j'ai dû donner chaque année 3 ou 4 sujets de première année, tous plus farfelus les uns que les autres, justement pour que les étudiants apprennent à scolter avec un truc dont le prof qui leur donnait le sujet n'avait pas la solution. Je veux dire, c'est aussi ça, former les gens. C'est pas de leur dire de trouver le résultat d'un truc que je sais déjà. En plus, c'est chiant de poser une question où tu as déjà la réponse. Voilà.
Je me souviens d'une expérience intéressante dans mon laboratoire où les étudiants devaient larguer une boule au troisième étage. Il est en train de révéler des secrets de famille. Là. Je ne sais pas qui a imaginé ça, l'enseignant. De regarder, oui, quelle était la taille des morceaux d'un carreau d'une vitre, suivant en laissant tomber des boules de pétanque de différentes hauteurs, c'est-à-dire en amener une énergie cinétique différente. Et alors on peut faire des tas de manips intéressantes, et ce qui je ne vais pas vous dire parce que c'est la vraie histoire, c'est que fondamentalement les manips étaient absolument pas reproductibles parce que les carreaux n'étaient pas correctement recuits et que c'était les contraintes internes dans le carreau qui contrôlaient l'ensemble. Je ne le savais pas au départ, il nous a fallu une vingtaine de carreaux cassés pour s'en rendre compte, mais les étudiants ont quand même constaté que quand on avait la balle de plus haut, les morceaux étaient plus petits, mais que leur productivité n'était pas là. Moi je dis des étudiants qui se sont déjà dit faut que je fasse 3 fois la manip pour savoir si le résultat que j'ai obtenu, est-ce qu'il est fiable. Moi, je maintiens que ce sera des meilleurs citoyens. Oui, alors, moi, après toutes ces discussions-là, je me demande s'il n'y a pas une suggestion qu'on pourrait faire de manière générale aux scientifiques, c'est qu'ils s'engagent en politique. Ça doit pas de réponse. Ça peut demander une réponse, mais je dirais qu'il faut que les scientifiques s'engagent dans la société à la manière dont ils pensent être utiles. C'est pas la même chose. Il faut qu'ils s'engagent dans la société à la manière dont ils pensent être utiles. Je veux dire, moi j'estime, j'ai essayé de m'engager en étant conseiller. Je ne suis pas convaincu que je suis écouté, mais je me dis, mon travail, c'est d'essayer, avec un maximum de franchise, de dire aux gens qui décident, quand je pense, et en l'argumentant, qu'il y a des décisions qui sont bonnes et des décisions qui ne sont pas bonnes. Il y a d'autres manières, de s'impliquer dans la société. Ce climat s'implique de manière différente. Fondamentalement, on a tous le même objectif, qui est que pour le bien de notre société, on essaye de rendre les décisions les plus rationnelles possibles. Maintenant, il y a plusieurs manières de le faire. Et je pense qu'effectivement, on peut imaginer que ce soit de s'engager dans la politique qui permette de le faire, il faut se sentir la fibre pour le faire. Mais pour moi, c'est tout aussi noble de s'engager dans ce monde climat, ou de s'engager, aller contribuer à la formation des gosses dans une école, ou de s'engager comme au commissaire. Mais bon sang, ne pas rester sur un siège et attendre que les choses se fassent à notre place. Merci pour ces encouragements. Une dernière question peut-être, et ma foi, après on va s'arrêter. Alors peut-être deux, alors. J'ai envie de oui, bonjour, je voudrais simplement être très court, redescendre un peu sur Terre. Là, je tiens le bouquin de SNC, là. Moi, je trouve bien. Expliquez-moi pourquoi tous les politiques qui lisent ça ne le comprennent pas. Ils ne le lisent pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je mets ça sur leur bureau, et que mettre quelque chose sur le bureau d'un politique, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas facile. C'est que il est très rare de rencontrer un politique qui vous répond autre chose, qui a une question qui se pose, va vous répondre qu'est-ce que je peux faire, généralement il va vous dire qu'est-ce que je peux dire. Donc si vous voulez toucher un politique, ça veut dire qu'il faut que vous touchiez les conseillers du politique. Alors là vous avez deux cas de figure, où il s'est entouré d'une bande de conseillers qui sont des brels, ça existe, où il y a des bons conseillers, ça existe aussi. Un bon conseiller, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter, qui est capable de prendre le document et qui est capable de le mettre sur le bureau du ministre au moment où le ministre est en état de pouvoir le recevoir et d'en faire quelque chose. J'y peux rien, on peut se dire que c'est pénible, que je préférerais 100 fois lui mettre sous le nez et lui dire bon, tant que vous n'aurez pas dit ça, je ne sortirai pas. C'est pas la bonne méthode. La méthode qui me semble la plus efficace, c'est de se dire jusqu'à plus ample informer, les politiques qu'on a, ils sont légitimes par le fait qu'ils ont été élus. En conséquence de quoi, si on veut leur faire passer un message, il faut leur faire passer un message au moment où ils sont en état de le recevoir. Donc ce que je vous dis, moi, c'est que ce que fait souvent le climat, et ça m'est arrivé plusieurs fois, et pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs,
c'est éventuellement de le remettre à ma sauce, éventuellement, parce que quand même, quand je donne un avis avec lequel je suis au moins en accord moi-même. Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec Sauvons le climat, je suis très souvent d'accord avec Sauvons le climat, et j'utilise très souvent les services de Sauvons le climat en leur disant qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel sujet, et je mets ça sur la table du politique par le circuit qui me permet de l'amener sur cette table. Le circuit qui me permet de l'amener sur la table d'un journaliste, je ne sais pas faire. Je ne sais pas quel est le circuit, je ne sais pas comment fonctionne le cerveau d'un journaliste. Je ne sais pas, et quand par hasard il y en a un bien, il disparaît. Sans compter que finalement un politique ne cherche pas des réponses à des questions scientifiques, mais recherche des électeurs. Mais attendez, quand j'ai choisi de donner cette conférence où je parlais du politique et de l'industriel, c'est juste exactement pareil. Je veux dire, faire passer une information technique à un grand capitaine de l'industrie, si vous n'arrivez pas avec l'information au bon moment, qui est posée sur le bon bureau par la bonne personne, vous perdez votre temps, aussi solide que puisse être votre argumentation scientifique. Donc ça veut dire qu'il faut encore aussi avoir juste la patience de trouver le chemin pour l'amener. Et puis ça a merdé une fois, et ben on le refait une deuxième fois, et puis une troisième, et puis à un moment ça finira par marcher. Une dernière question. Une question réglementaire. Oui. En fait, nous sommes tous des amoureux de la science, en fait, de la science en vérité. On a parlé des jeunes qu'il faudrait éduquer. Moi, je crois que la meilleure façon, c'est de demander de regarder. Que les jeunes regardent ce qui se passe autour d'eux, ils se posent des questions. Souvent, ils passent autour de tout, sans savoir ce qu'ils voient. Que ce soit le nuage, le ciel, l'arc-en-ciel, l'eau qui tombe, la goutte de lait qui tombe de la boîte de lait, etc. Il y a un tas de trucs qui sont intéressants, mais leur faire apprendre à regarder, peut-être. Oui, enfin, je connais plein de vieux qui sont comme ça aussi. Oui. Je veux dire, alors là, il y a un truc qui me semble à peu près invariant par translation de ce côté-là. Chaque fois que j'avais des collègues qui me disaient le niveau baisse, je leur disais que c'était leur vue qui baissait. Les étudiants ne savent pas la même chose, ils évoluent, il y a d'autres choses qui devraient... Et où je bondis, moi, c'est quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a des limites. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut ne pas savoir apprendre plus tard. Et si vous n'apprenez pas à raisonner à l'école primaire et au collège, c'est là qu'il y a un vrai malaise. C'est-à-dire, ce qui est essentiel dans la formation des jeunes, comme dans la formation des adultes d'ailleurs, c'est d'apprendre à raisonner. Je veux dire, c'est beaucoup plus important que de savoir le contenu de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils ne savent pas. Bien, on va peut-être arrêter là les questions. Souhaitez-vous faire une conclusion générale? Donc on arrête là? Pas de conclusion de plus. Donc je vous remercie. Déjà, on a vu quand même... Demain matin, 8h30 ? Pour les participants à l'université d'été, demain matin, 8h30.